Les 3 vaisseaux de guerre humains surgirent de l'hyperespace tels des bêtes blessées. Leurs coques portaient des traces de brûlures et des dégâts causés par les explosions, témoignant des combats récents. Dans la vaste salle du Conseil galactique, les conversations s'interrompirent. 12 espèces extraterrestres se tournèrent pour observer l'arrivée inattendue. Le capitaine John Miller se tenait sur le pont de l'US Liberty, agrippé à une console pour se soutenir. Son uniforme était déchiré à l'épaule et du sang séché couvrait une partie de son visage. À côté de lui, le commandant Lisa Turner vérifiait leur position sur l'écran tactique. Son propre uniforme portait des traces de combat, avec des brûlures sur ses manches. « Nous sommes encerclés au mât, capitaine », rapporta Turner. 17 vaisseaux de défense du Conseil nous ont verrouillés. Miller hocha lentement la tête. « Ouvrez un canal avec le Conseil. Dites-leur que nous sommes là pour répondre à leur convocation. » L'écran principal s'alluma, montrant l'intérieur de la salle du Conseil. Cette immense salle abritait les représentants des 12 espèces les plus importantes du Conseil galactique. Chacun était assis dans des zones spécialement conçues pour répondre à ses besoins biologiques. Certains respirent du méthane, d'autres nécessitent une forte humidité, et quelques-uns vivent en combinaison pressurisée. Le porte-parole du Conseil, une grande créature aux écailles argentées et à 4 bras, se leva de son siège. « Vaisseau humain, vous avez pénétré dans l'espace du Conseil sans autorisation. Vos vaisseaux portent des traces de combats récents. Expliquez-vous. » Miller répara son uniforme abîmé. « Honorable Conseil, nous avons reçu votre message il y a 3 jours. Nous sommes venus au plus vite. » Les yeux de l'orateur se plissèrent. « Vos vaisseaux semblent avoir combattu. Le Conseil exige une explication pour ces violences. » Avant que Miller puisse répondre, un autre représentant extraterrestre se leva. Celui-ci ressemblait à une menthe religieuse géante avec un exosquelette bleu. « Regardez leurs vaisseaux. Ils sont couverts de sang et de brûlures. Ces humains sont exactement ce que nous craignions. Des primitifs violents qui résolvent tous les problèmes par la guerre. » Miller serra les dents. « Sauf votre respect, les dégâts causés à nos vaisseaux ont une raison. Nous sommes ici pour faire un rapport sur l'Empire Kortak et ses activités dans le secteur Epsilon. » Un murmure parcourut la salle. Les Kortak étaient inconnus pour être une espèce puissante mais secrète, contrôlant plusieurs systèmes dans les régions extérieures. Le président leva 2 de ses 4 mains pour réclamer le silence. Le Conseil n'a aucune autorité sur le secteur Epsilon. Cette région se situe hors de notre juridiction. C'est précisément pour cette raison que les Kortak l'ont choisi, dit Miller. Ils opéraient sans péril depuis des siècles, à l'abri des regards. Un autre représentant, un être gélatineux communiquant par changement de couleur, lança un regard rouge furieux. Les humains sont dans l'espace depuis à peine 200 ans. Comment osez-vous prétendre en savoir plus sur les affaires galactiques que des espèces qui parcourent les étoiles depuis des millénaires? Miller prit une profonde inspiration. L'ambassadeur Rivera est à bord du Washington. Il dispose d'un rapport complet sur nos découvertes dans le secteur Epsilon. Avec votre permission, il présentera nos conclusions. L'orateur a brièvement consulté d'autres membres du Conseil. Très bien. L'ambassadeur Rivera peut s'adresser au Conseil. Mais attention, s'il s'agit d'une tentative humaine pour justifier une action militaire non autorisée, il y aura des conséquences. L'écran se divisa pour montrer l'ambassadeur Paul Rivera debout dans une salle de conférence, à bord d'un autre vaisseau humain. Son costume sombre était impeccable, mais son visage présentait des coupures et des ecchymoses en voie de guérison. Son bras gauche était porté par une attelle médicale. « Honorable représentant », commença Rivera d'une voix assurée malgré ses blessures. « Il y a 3 mois, l'humanité a établi son premier contact avec une nouvelle espèce dans le secteur Epsilon. Ce que nous y avons découvert a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur notre galaxie. » Il marqua une pause, le temps de réfléchir. « Nous avons trouvé des navires négriers.
d'immenses vaisseaux prisons renfermant des milliers d'êtres sensibles d'au moins 30 espèces différentes. Certaines de ces espèces ne figurent même pas dans vos bases de données. D'autres étaient des espèces que vous avez déclarées éteintes. La salle s'est embrasée de voix choquées. L'orateur a dû rappeler à l'ordre plusieurs fois avant que le bruit ne s'apaise. Rivera a poursuivi. L'Empire Cortique a mené la plus grande opération de traite d'esclaves de l'histoire galactique. Ils le font depuis plus de 1000 ans, sous votre nez. Ils ciblent les nouvelles espèces spatiales avant même qu'elles n'entrent en contact avec le Conseil. Ils capturent des populations entières et les vendent à des acheteurs dans des régions que vous ne surveillez pas. L'extraterrestre ressemblant à une menthe religieuse s'est relevé. Ce sont de graves accusations. Où sont vos preuves? Nos preuves, dit Rivera doucement, sont écrites dans le sang de nos vaisseaux. Nous n'avons pas seulement découvert cette opération, nous l'avons arrêtée, et nous l'avons payée de 2000 vies humaines. La Chambre se tut. Vos vaisseaux sont endommagés parce que vous avez choisi d'intervenir, dit lentement l'orateur. Oui, confirma Rivera. Nous avons choisi d'agir en découvrant des enfants en cage. Nous avons choisi de nous battre en voyant des familles déchirées. Nous avons choisi de saigner en découvrant des espèces entières vendues comme du bétail. Et si nous avions à nouveau le choix, nous ferions la même chose. Les navires tachés de sang avaient soudain une toute autre signification. L'ambassadeur Paul Rivera s'avança vers le centre de l'estrade. L'attelle médicale de son bras claquait doucement à chaque mouvement. Autour de lui, les représentants extraterrestres observaient avec un mélange de curiosité et de suspicion. Il y a 3 mois, commença Rivera, le capitaine Amy Rodriguez menait notre première flotte d'exploration vers le secteur Epsilon. Nous suivions les protocoles habituels de premier contact, avançant lentement, diffusant des intentions pacifiques. Il toucha un panneau de contrôle et une carte stellaire holographique apparut au-dessus de lui. Nous avons détecté des signatures énergétiques inhabituelles, près d'une planète que nous avons appelée Epsilon Prime. En enquêtant, nous avons découvert quelque chose qui a tout changé. L'hologramme s'est transformé pour montrer d'énormes vaisseaux en orbite autour d'un monde gris. Ces vaisseaux étaient différents de tous les modèles répertoriés dans les bases de données du Conseil. De longues structures rectangulaires percées de rangées de petites fenêtres. Ce sont des vaisseaux prison cortiques, expliqua Rive Rivera. Chacun peut contenir jusqu'à 10 000 prisonniers. Nous en avons compté 40. Ces vaisseaux, rien que dans le système Epsilon. Le délégué Zenter, un être à la peau cristalline, se pencha en avant. Comment avez-vous déterminé qu'il s'agissait de vaisseaux prisons et non de vaisseaux coloniaux ou de transport de marchandises? L'expression de Rivera se durcit. Nous avons intercepté leur communication. Nous avons entendu les cris. Il appuya sur un autre bouton. La salle s'emplit de cris de détresse dans des dizaines de langues extraterrestres. Certains représentants se bouchaient les oreilles. D'autres s'agitaient mal à l'aise sur leur siège. Nous avons enregistré des milliers d'heures de ces transmissions, poursuivit Rivera après avoir coupé l'enregistrement. Des êtres qui appelaient à l'aide dans des langues que nous n'avions jamais entendues auparavant. Des enfants qui appelaient leurs parents, déjà vendus à différents acheteurs. Le porte-voix à 4 bras leva la main. « Avez-vous tenté un contact diplomatique avec les autorités Cortex ?»« Nous l'avons fait, » répondit Rivera. Le capitaine Rodriguez envoya un message d'accueil standard. La réponse des Cortex fut immédiate. Ils ouvrirent le feu. L'hologramme se transforma pour montrer une représentation tactique de la première bataille. 3 vaisseaux humains affrontaient 12 vaisseaux Cortex. Le commandant Cortec, qui s'est présenté comme le maître de guerre Krell, nous a envoyé un message. « Partez maintenant ou devenez de la marchandise. » Le représentant gélatineux pulsait d'une lumière jaune, indiquant une question. « Et pourtant, vous avez choisi de rester et de vous battre. » « Nous avons choisi d'enquêter davantage, » corrigea Rivera. « Nos scanners avaient détecté des signes de vie sur ces vaisseaux prisons, des millions. Nous ne pouvions pas partir comme ça.
Des signes de vie sur ces vaisseaux prisons. Des millions. On ne pouvait pas partir comme ça. Il fit apparaître une autre image, des relevés de capteurs montrant l'intérieur d'un vaisseau prison. Notre officier scientifique, le lieutenant Marcus Webb, réussit à pénétrer leur bouclier suffisamment longtemps pour obtenir des scans détaillés. Ce que nous avons découvert était terrifiant. Les données scannées ont permis d'obtenir une coupe transversale du vaisseau prison. De minuscules points représentant des formes de vie étaient entassés dans des cellules exiguës, empilées sur 20 niveaux. Chaque cellule abritait entre 10 et 20 êtres, expliqua Rivera. Pas d'assainissement. Un système de survie minimal. Les Cortac conservaient leurs marchandises dans des conditions qui violaient tous les principes des rites conscients. Un représentant de la Confédération vraxienne, une espèce ressemblant à des ours dressés à la fourrure bleue, grogna doucement. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » D'après les archives Cortec que nous avons finalement récupérées, cela fait plus de 1200 ans, répondit Rivara. Ils opéraient depuis avant que la Terre ne développe le vol spatial. La salle explosa de murmures stupéfaits. L'orateur dut rappeler à l'ordre. Nous avons répertorié au moins 60 espèces différentes dans leur vaisseau prison, poursuivit Rivera. 8 d'entre elles figuraient dans votre base de données des espèces éteintes. Elles ne sont pas éteintes. Ce sont des esclaves. Il fit apparaître des images de divers êtres et cellules extraterrestres. Les cortex ciblent spécifiquement les espèces qui viennent d'effectuer un voyage interstellaire, mais qui n'ont pas encore pris contact avec le Conseil galactique. Ils surveillent les civilisations émergentes, attendent qu'elles lancent leurs premiers vaisseaux coloniaux, puis les capturent. Le visage cristallin des délégués du Zentari s'assombrit. C'est pourquoi si peu de nouveaux membres ont rejoint le Conseil ces derniers siècles. Exactement, confirma Rivara. Les Cortac ont systématiquement pillé les civilisations émergentes avant qu'elles ne puissent vous atteindre. Ils les vendent comme esclaves dans des régions au-delà de l'espace du Conseil, à des exploitations minières, des armées privées, des centres de recherche illégaux. L'ambassadeur, semblable à une menthe religieuse, claqua des mandibules en signe de détresse. Combien d'êtres ont-ils capturés? La voix de Rivera s'éteignit. D'après leurs archives, environ 50 millions au fil des siècles. Plusieurs représentants ont émis des cris d'horreur dans leur langue maternelle. Mais vous avez dit avoir mis fin à leur opération. L'orateur a demandé « Comment ?» Votre flotte était largement inférieure en nombre. Rivera a redressé les épaules. Face à l'ampleur de l'horreur, le capitaine Rodriguez a pris une décision. Elle a envoyé un message codé à la Terre. Nous avons trouvé l'enfer. Nous avons envoyé des anges. Le traducteur marqua une pause à la métaphore, puis la traduisit en termes compréhensibles par chaque espèce. En 18 heures, tous les vaisseaux de guerre humains disponibles à portée convergèrent vers le secteur Epsilon. Nous avons rassemblé une flotte de 40 vaisseaux, allant des cuirassés aux navires marchands reconvertis et armés. Il parcourut la salle du regard, croisant le regard de chaque représentant. Ce qui se passa ensuite expliqua pourquoi nos vaisseaux étaient tachés de sang. Nous sommes partis en guerre non pour des territoires ou des ressources, mais pour la liberté de millions de personnes incapables de se défendre. L'hologramme se transforma pour montrer des vaisseaux humains avançant vers la flotte Cortec. C'est ainsi que le plus grand empire esclavagiste de l'histoire galactique connut sa fin. Non pas progressivement, ni par la diplomatie, mais dans le feu et la fureur. Rivera toucha son corset médical. Et oui, nous en portons les cicatrices. Mais nous le referions sans hésiter. La salle se tut tandis que les implications s'imposaient. L'humanité avait accompli ce que le Conseil avait échoué à faire depuis plus d'un millénaire. Ils avaient affronté le mal et l'avaient anéanti. Quel qu'en fut le prix. L'écran holographique se transforma pour montrer une passerelle de vaisseaux humains, vue 3 mois plus tôt. La capitaine Amy Rodriguez se tenait au centre, les cheveux noirs attachés en arrière, le regard rivé sur l'écran tactique. Autour d'elle,
l'équipage travaillait à ses postes avec une efficacité silencieuse. Rapport de situation. Ordonna Rodriguez, la voix calme malgré la situation. Le lieutenant Danny Park leva les yeux de son poste de détection. Capitaine, nous détectons d'importants signes de vie provenant de ces vaisseaux-prisons. Leur nombre continue d'augmenter. Le nombre actuel dépasse les 2 millions d'êtres sensibles. Rodriguez se tourna vers son officier de communication. Une réponse à nos appels? Négatif, capitaine. Les Cortac maintiennent le silence radio après leur menace initiale. L'hologramme montre maintenant la vue des caméras extérieures du vaisseau. Les vaisseaux Cortac ont formé une ligne défensive entre les vaisseaux humains et la flotte pénitentiaire. Leurs vaisseaux de guerre sont 2 fois plus grands que les vaisseaux humains, avec un blindage et un armement lourd. Capitaine, rapporta l'officier tactique, les Cortacs alimentent leurs armes. Ils nous visent. Rodriguez n'hésita pas. Envoyez le signal d'urgence à la Terre. Utilisez le code prioritaire. Message. Trouvez l'enfer. Envoyez des anges. L'ambassadeur Rivera mit l'enregistrement en pause. C'est à ce moment-là que le capitaine Rodriguez engagea l'humanité dans la guerre. Elle avait 3 vaisseaux contre 12. En toute logique militaire, elle aurait dû battre en retraite. Le représentant vraxien grogna doucement. Pourquoi n'avait-elle pas attendu les renforts? Rivera lança un autre scan. L'écran montra alors les vaisseaux prisons en mouvement. Les Cortex commencèrent à évacuer. Ils allaient sauter en hyperespace avec leurs prisonniers. Une fois dispersés à travers la galaxie, nous ne les retrouverions jamais tous. Il reprit l'enregistrement. Sur la passerelle, Rodriguez se tourna vers son équipage. « Écoutez bien, dit-elle, ces vaisseaux prisons abritent des millions d'êtres innocents. Si nous les laissons partir, ces gens disparaîtront à jamais dans l'esclavage. Je ne laisserai pas cela se produire sous ma surveillance. » Elle regarda chaque membre de l'équipage. « Je n'ordonne à personne de rester. Ce n'est pas notre espace, ce n'est pas notre combat. Ceux qui veulent partir peuvent prendre les navettes. » Personne ne bougea. Le lieutenant Park prit la parole. « Capitaine, avec tout le respect que je vous dois, taisez-vous et donnez-nous des objectifs. » Un sourire brilla sur le visage de Rodriguez. « Bon, poste de combat, on va gagner du temps jusqu'à l'arrivée des secours. » L'enregistrement montrait le premier vaisseau humain, le Discovery américain, accélérant vers la ligne Cortac. Les vaisseaux extraterrestres ouvrirent le feu, leurs armes énergétiques illuminant l'espace. Le Discovery subit de lourds dégâts dès la première minute, raconta Rivera. Mais Rodriguez avait un plan. Elle savait que les Cortax ne prendraient pas le risque d'endommager leurs marchandises. L'hologramme montrait le Discovery plongeant vers les vaisseaux prisons, les utilisant comme couverture. Les armes des Cortax se turent, refusant de risquer leur précieuse cargaison. Pendant les 18 heures qui suivirent, nos 3 vaisseaux jouèrent au chat et à la souris, poursuivit Rivera. Ils utilisèrent les vaisseaux prisons comme boucliers, frappant les Cortac sous des angles inattendus. L'enregistrement passa à l'intérieur des vaisseaux humains. Les équipes de contrôle des avaries sillonnèrent les couloirs enfumés. Dans l'infirmerie, le Dr Helen Price s'occupait des blessés tandis que le navire tremblait sous les impacts. « Nous avons perdu le Pioneer américain en 6 heures, » dit Rivera d'une voix calme. Tout le monde, 312 âmes. L'écran montrait le Pioneer se disloquant sous le feu concentré de 4 navires Cortec. Mais même dans son agonie, le navire parvint à percuter l'un des vaisseaux ennemis. À la 12e heure, le Discovery et l'Horizon peinèrent à tenir le coup, poursuivit Rivera. Mais Rodriguez continua de se battre. Elle savait que l'aide arrivait. L'enregistrement la montrait sur la passerelle, son uniforme calciné, une coupure au-dessus de son œil ruisselant de sang. « État des lieux », demanda-t-elle. « Boucliers à 15%, rapporta l'officier mécanicien. Brèche de coque sur les ponts 3 à 7. Nous avons perdu la moitié de nos armes. Système de survie. En panne.
Il reste peut-être 2 heures. Rodriguez hocha la tête. Et les navires-prisons, toujours en position. Le Corta ne peut les déplacer sans les exposer à nos tirs. Alors, on continue à gagner. Rivera interrompit à nouveau l'enregistrement. Voilà le genre de personne qu'est le capitaine Rodriguez. Son vaisseau était en train de mourir. Son équipage était blessé. Et elle a déclaré avoir gagné parce que les esclaves étaient encore là pour être secourus. L'hologramme se décala pour montrer de nouveaux contacts apparaissant aux confins du système. 1, puis 5, puis 20. Des vaisseaux humains quittaient l'hyperespace. 18 heures après l'envoi du message de Rodriguez, la première vague de renforts arriva. Rivaret expliqua. 40 vaisseaux venus de la Terre et de nos colonies. Certains étaient des navires de guerre. D'autres étaient des cargos reconvertis, armés à leur coque. Même des navires privés répondirent à l'appel. L'enregistrement montra le moment où Rodriguez aperçut les renforts. Pour la première fois, son sang-froid se brisa. Elle agrippa le siège de commandement et murmura. « Dieu merci. Les Cortex ne s'attendaient pas à ça, » dit Rivera. Ils ne comprenaient pas pourquoi des humains risqueraient qu'un tout pour des êtres qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Ils étaient sur le point d'apprendre. L'image finale montrait la flotte humaine en formation, leurs éclaireurs endommagés rejoignant les vaisseaux neufs. 40 vaisseaux humains faisaient face à la ligne de bataille des Cortax. Ce fut le début de la bataille d'Epsilon Prime, conclut Rivera, le plus grand engagement de l'histoire militaire humaine. Et nous nous sommes battus non pour la conquête ou la gloire, mais parce que le capitaine Rodriguez refusait de laisser 2 millions d'âmes disparaître dans les ténèbres. Il observa la salle. Les 72 heures suivantes allaient déterminer le sort d'un empire bâti sur la souffrance. La bataille d'Epsilon Prime commença à l'aube, heure des vaisseaux. 40 vaisseaux humains affrontèrent 60 vaisseaux de guerre Cortac dans la plus grande bataille spatiale jamais menée par l'humanité. Les chances étaient minces. L'amiral George Coleman commandait la flotte depuis le cuirassé US Texas. Âgé de 60 ans, vétéran de la rébellion martienne, il n'aurait jamais imaginé combattre des extraterrestres pour des navires négriers. « À tous les navires, ici Kalman », annonça-t-il. « Nous sommes là pour libérer ces prisonniers, quel qu'en soit le prix. » Le commandant Kortek apparut sur l'écran principal. Le maître de guerre Krell était une créature massive aux écailles grises et à 4 bras, chacun tenant une arme différente. « Humain », ricana Krell. « Vous osez vous mêler des affaires des Cortex. Nous avons chassé les faibles pendant des siècles. Vous n'êtes que des nouveaux venus dans l'espace. » Coleman ne sourcilla pas. « Alors laissez-moi vous apprendre quelque chose sur les nouveaux venus. » On apprend vite. La première phase de la bataille fut chaotique. Des faisceaux d'énergie et des missiles emplissaient l'espace entre les deux flottes. Les Cortacs avaient une puissance de feu supérieure, mais les humains avaient autre chose. De la créativité. Le lieutenant Chris Baker dirigeait les escadrons de chasseurs depuis son cockpit. « Souvenez-vous de votre entraînement, » disait-il à ses pilotes. « Les Korvax combattent en formation. Ils sont prévisibles. Nous ne le sommes pas. Les chasseurs humains ne s'engagent pas dans des combats aériens traditionnels. » Au lieu de cela, ils ont utilisé une tactique de frappe éclair, frappant les points faibles et s'enfuyant avant que le Korvac ne puisse réagir. Ils ont ciblé les réseaux d'armes, les systèmes moteurs et les générateurs de boucliers. Sur l'USS Liberty, l'officier tactique Susan Martinez a remarqué quelque chose. Ils ont ciblé les réseaux d'armes, les systèmes moteurs et les générateurs de boucliers. À bord du Liberty, l'officier tactique Susan Martin a remarqué quelque chose. « Amiral, les vaisseaux Cortex utilisent tous la même fréquence de bouclier. Si nous parvenons à l'égaler, nous pourrons nous faufiler, » conclut Coleman. « Transmettez ces données à tous les vaisseaux. » En quelques minutes, les armes humaines ont commencé à pénétrer les boucliers Corfax.
Les vaisseaux de guerre extraterrestres, qui semblaient invincibles, ont commencé à subir de sérieux dégâts. Pendant ce temps, sur le vaisseau médical US Hope, le docteur Karen White se préparait à accueillir les blessés. Établissez des postes de traite, ordonna-t-elle à son équipe. Nous allons avoir des blessés, tant sur nos vaisseaux que parmi les prisonniers. La bataille fit rage pendant 6 heures. La flotte humaine perdit 12 vaisseaux durant cette période, mais détruisit 20 vaisseaux Kortak. Les extraterrestres n'avaient jamais affronté un ennemi prêt à autant de sacrifices. Puis vint le tournant. Le capitaine Rodriguez, toujours aux commandes du Discovery endommagé, pointa. Le capitaine Rodriguez, toujours aux commandes du Discovery endommagé, remarqua quelque chose à propos des vaisseaux prisons. « Amiral », appela-t-elle, « les vaisseaux prisons ont des systèmes automatisés. Si nous pouvons les pirater, nous pouvons les transformer, » réalisa Coleman. « Trouvez-moi nos meilleurs informaticiens. » Apa. Le lieutenant Mike Chen mena une équipe de hackers dans une attaque numérique contre les systèmes du vaisseau prison. Pendant que les flottes échangeaient des coups de feu, elles s'efforçaient de briser le cryptage Kortak. « Compris !» s'écria Chen après 2 heures de travail. « Nous avons le contrôle du vaisseau prison numéro 7. » Coleman sourit d'un air sombre. Il braqua ses moteurs contre la flotte Kortak. L'immense vaisseau prison, 10 fois plus grand qu'un navire de guerre, pivota lentement. Ses moteurs s'allumèrent, le propulsant vers la ligne de bataille des Cortex. Les extraterrestres durent se disperser pour éviter la collision. « À recommencer », ordonna Coleman. « Utilisons leurs propres vaisseaux contre eux. » Un par un, les pirates humains prirent le contrôle des vaisseaux prisons. Les Cortex se retrouvèrent à combattre sur 2 fronts. La flotte humaine et leurs propres vaisseaux capturés. Le maître de guerre Krell réapparut à l'écran, ses écailles fissurées et ensanglantées. « Vous vous détruisez pour des inconnus. » Pourquoi? La réponse de Coleman fut simple. « Parce que c'est juste. » Les Cortex ne comprenaient pas cette logique. Leur société entière était fondée sur l'exploitation des faibles. L'idée de se sacrifier pour les autres leur était étrangère. Alors que la bataille entrait dans sa 10e heure, un événement inattendu se produisit. Les portes du vaisseau Prison 12 s'ouvrirent et de petits vaisseaux en sortirent. Ce n'étaient pas des vaisseaux Kortak. Amiral. L'officier des communications Janet Foster rapporta. « Nous recevons des signaux de ces navires. Ce sont des prisonniers. Ils ont maîtrisé leur garde et rejoignent le combat. Les aliens libérés s'étaient équipés d'armes Kortak volées. Ils étaient peu nombreux, mais leur courage inspira la flotte humaine. Coleman annonça que tous les vaisseaux n'étaient plus seuls. Lancez l'attaque. La flotte combinée, les humains et les aliens libérés attaquèrent la ligne Kortak avec une énergie renouvelée. Les esclavagistes, habitués aux victimes incapables de riposter, commencèrent à se replier. À 15 heures, la flotte Kortak battait en retraite. 30 de leurs vaisseaux avaient été détruits et les autres fuyaient vers l'hyperespace. « Devons-nous les poursuivre ?» demanda le commandant Turner. Coleman secoua la tête. « Notre priorité, ce sont les prisonniers. » Début des opérations de sauvetage. Alors que les vaisseaux Kortak disparaissaient dans l'hyperespace, des vaisseaux humains se dirigeaient vers la flotte pénitentiaire. La plus grande opération de sauvetage de l'histoire galactique était sur le point de commencer. Sur le pont du Texas, Coleman examina les rapports de pertes. 2000 morts, 14 vaisseaux perdus, mais ils avaient sauvé des millions de personnes. Et des humains morts, 14 vaisseaux perdus, mais ils avaient sauvé des millions. « Attention à tous les vaisseaux, » dit-il doucement. « Bravo. La bataille d'Epsilon Prime était terminée. Mais le vrai travail, évacuer des millions de prisonniers tout en recueillant des preuves des crimes des Kortok, ne faisait que commencer. Cela prendrait 3 jours et tous les moyens de transport que l'humanité pourrait mobiliser. Mais ils avaient gagné. David avait vaincu Goliath, non pas d'une pierre, mais par son courage et son sacrifice.
L'opération de sauvetage commença immédiatement après la bataille. Le commandant Steve Johnson mena la première équipe d'abordage dans la zone du vaisseau prison. La navette d'assaut s'arrima dans un bruit sourd et 12 Marines en armure complète entrèrent dans le vaisseau extraterrestre. « Tenez vos armes prêtes », ordonna Johnson. Certains gardes étaient peut-être encore en vie. Les couloirs étaient sombres et sentaient de la peur et le désespoir. Les lumières d'urgence clignotaient, projetant d'étranges ombres sur les murs. L'équipe avançait prudemment, inspectant chaque recoin. Ils trouvèrent les premières cellules après seulement 50 mètres. Derrière d'épaisses barrières transparentes, des dizaines d'êtres extraterrestres se rassemblaient. Certains avaient des écailles, d'autres de la fourrure, et quelques-uns semblaient faits de cristal vivant. « Ouvrez-la !» ordonna Johnson au soldat Maria Garcia, leur spécialiste technique. Garcia travailla sur le panneau de contrôle pendant plusieurs minutes avant que la barrière ne se dissolve enfin. Les prisonniers reculèrent, terrifiés. Johnson retira son casque, révélant son visage humain. « Nous sommes là pour vous aider. Les Corfac sont partis. Vous êtes libres. » Un vieil extraterrestre à la peau violette et aux grands yeux s'avança. Grâce au traducteur, ces mots résonnèrent. « Libre ? Qu'est-ce que la liberté ? Ça veut dire que vous pouvez rentrer chez vous, » dit doucement Johnson. Le vieil extraterrestre se mit à pleurer. Bientôt, d'autres le rejoignirent, leurs pleurs divers créant une étrange symphonie de soulagement. Les équipes de secours se dispersèrent dans les vaisseaux prisons. Chaque équipe avait des ordres précis. Libérer les prisonniers, prodiguer des soins médicaux et tout documenter pour preuve. Sur le navire Prison 12, le lieutenant Sarah Webb a découvert quelque chose qui lui a glacé le sang. Une section intitulée « Centre de traitement » abritait des milliers d'enfants de différentes espèces. « Commandement, nous avons besoin d'équipes médicales à bord du navire 12 immédiatement », a-t-elle crié. Nous avons retrouvé les enfants. Les plus jeunes avaient été séparés de leurs familles, étiquetés et préparés pour la vente. Certains étaient si jeunes qu'ils ne parlaient pas encore. Le soldat Tommy Harris, un marine coriace qui avait combattu dans 3 guerres, était assis par terre et berçait doucement un enfant extraterrestre qui ressemblait à un petit ours à la fourrure verte. « Tout va bien, mon petit, » murmura-t-il. « Plus personne ne te fera de mal. » M'passé. Alors que le sauvetage se poursuivait, les humains découvrirent la véritable ampleur de l'opération Cortic. Le navire Prison 20 contenait des archives détaillées de leur traite d'esclaves remontant à des siècles. L'amiral Coleman rapporta à l'officier de renseignement Rita Patel. « Nous avons trouvé leur base de données complète. Chaque voile, chaque capture, chaque monde qu'ils ont exploité. Tout est là. » Les archives montraient que les Cortiques avaient capturé des êtres appartenant à au moins 60 espèces différentes. Ils avaient anéanti des civilisations entières, veillant toujours à frapper avant que leurs victimes n'atteignent le Conseil galactique. Sur le vaisseau médical US Hope, le docteur Karen White travaillait 18 heures d'affilée à soigner les prisonniers secourus. Les conditions de vie à bord des navires négriers étaient épouvantables. Prisonniers libérés, les conditions de vie sur les navires négriers étaient horribles. Malnutrition, maladies et blessures non soignées étaient monnaie courante. Le médecin appela l'infirmier David Kim. « Nous avons un problème. La biologie de ce patient. Nous ne savons pas comment le traiter. » White observa le patient, un être fait de ce qui semblait être du métal vivant. Contactez les prisonniers libérés. Demandez-leur s'ils appartiennent à la même espèce. Bientôt, d'anciens esclaves extraterrestres aidèrent à soigner leurs codétenus. Ils ont partagé leurs connaissances sur leur biologie, leurs médicaments et leurs besoins. Dès le 2e jour, un phénomène remarquable s'est produit. D'anciens esclaves s'organisaient et participaient aux opérations de sauvetage. Ils guidaient des équipes humaines vers des cellules cachées,
traduisait pour des espèces non compatibles avec les traducteurs et réconfortait les personnes traumatisées. Le commandant Johnson se retrouva à travailler aux côtés d'un extraterrestre à 4 bras nommé Velak. « Pourquoi votre peuple fait-il cela ?» demanda Velak. « Vous avez perdu tant de vaisseaux, tant de vies. Vous ne nous connaissiez pas. Pourquoi se battre pour des inconnus ?» Johnson réfléchit un instant. « Sur Terre, nous avons un dicton. Le mal triomphe quand les bons ne font rien. Nous ne pouvions rien faire. L'opération de sauvetage dura 3 jours. Des vaisseaux humains transportèrent groupe après groupe d'êtres libérés vers la planète en contrebas, où un campement temporaire avait été établi. Les ingénieurs militaires travaillèrent sans relâche pour construire des abris, des installations médicales et des centres de distribution de nourriture. Au bout du 3e jour, ils avaient secouru 2,3 millions d'êtres. Mais le travail ne faisait que commencer. « Nous devons trouver leur planète d'origine », a déclaré l'amiral Coleman à son équipe. Certaines de ces espèces sont asservies depuis des générations. Elles ignorent peut-être même où se trouve leur foyer. Grâce aux archives de Cortac, sinologues et historiens humains ont entrepris la tâche colossale d'identifier les planètes d'origine et de contacter les civilisations survivantes. Certaines découvertes ont été bouleversantes. Les Cortac avaient complètement détruit plusieurs mondes, laissant les êtres sauvés sans aucun endroit où retourner. Pour ces réfugiés, l'humanité allait devoir trouver un nouveau foyer. Le 4e jour, alors que les derniers prisonniers étaient évacués, le commandant Johnson effectua une dernière fouille du vaisseau Prison 7. Dans un compartiment secret, il trouva quelque chose qui le glaça. Une carte stellaire indiquait des dizaines d'autres systèmes où les Cortex exploitaient des installations esclavagistes. « Amiral, rapporta-t-il, ce n'est pas fini. Epsilon Prime n'était qu'un hub parmi d'autres. Il y en a d'autres, beaucoup plus. » La réaction de Coleman fut immédiate. « Ensuite, nous avons encore du travail à faire. » Préparer la flotte. Les extraterrestres secourus, apprenant que d'autres de leurs semblables étaient encore en captivité, commencèrent à se porter volontaires pour rejoindre le combat. La libération d'Epsilon Prime avait allumé une étincelle. D'anciens esclaves voulaient devenir des libérateurs. « Qu'ils nous rejoignent », décida Coleman. Ce n'est plus seulement le combat de l'humanité. Alors que la nouvelle de la découverte se répandait dans les camps temporaires en contrebas, une nouvelle alliance se formait. Les humains et 60 autres espèces, unis par une cause commune. Mettre fin à l'esclavage dans la galaxie pour toujours. Les vaisseaux souillés de sang de l'humanité avaient déclenché un événement irréversible. L'ambassadeur Paul Rivera se tenait maintenant dans le présent, face au Conseil galactique. Les écrans holographiques montraient les conséquences de l'opération de sauvetage. Des vaisseaux humains endommagés, des équipages épuisés et des millions d'êtres libres commençant une nouvelle vie. Nous présentons à ce Conseil les preuves des crimes des Cortix, déclara Riveris. 2 300 000 êtres réduits en esclavage. Des registres de vente couvrant 12 siècles. La preuve que 47 civilisations ont été détruites avant de pouvoir vous rejoindre. Il activa un autre affichage. Il montrait les témoignages d'êtres sauvés, chacun racontant son histoire de capture et d'esclavage. La salle resta silencieuse, tandis que voix après voix évoquaient des familles déchirées, des mondes saccagés et des générations nées et en captivité. Le Conseil galactique prétend représenter l'ordre et la justice dans notre galaxie, poursuivit Rivera. Pourtant, cette atrocité s'est produite dans votre ombre. Les Cortac utilisaient Afante vos frontières comme bouclier, sachant que vous ne dépasseriez pas votre juridiction. Le délégué Zentari prit enfin la parole. Ces crimes avaient eu lieu hors de l'enceinte du Conseil. Nous n'avions aucune autorité. Vous n'y portiez aucun intérêt, interrompit Rivera. Depuis 1200 ans, des espèces disparaissent de la galaxie. Aucun d'entre vous ne s'est-il demandé pourquoi ? Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi si peu de nouvelles civilisations vous ont atteint ?
L'orateur à 4 bras s'agita, mal à l'aise. Le Conseil ne peut pas contrôler toute la galaxie. Nos ressources sont limitées. Nos ressources étaient limitées elles aussi, répondit River. Nous sommes dans l'espace depuis 2 siècles. Vous êtes ici depuis des millénaires. Pourtant, nous avons agi pendant que vous débattiez de juridiction. Il fit surgir l'image du capitaine Annie Rodriguez, dont le visage portait encore les marques des blessures et des contusions dues à la bataille. Cet officier menait 3 navires contre une flotte de combat Cortec. Elle les avait retenus pendant 18 heures pour empêcher des millions d'êtres de disparaître à jamais. Elle savait qu'elle mourrait probablement. Elle resta néanmoins. Le représentant vraxien se pencha en avant. Votre peuple a payé un lourd tribut. 2000 morts. Pourquoi se sont-ils battus si durement pour des inconnus? Rivera marqua une pause avant de répondre. Sur Terre, notre histoire est jalonnée d'esclavage et de libération. Nous avons vu ce qui arrive quand des gens décident que certaines vies comptent moins que d'autres. Nous avons juré que cela ne se reproduirait plus. Et nous le pensions à tous, pas seulement à nous-mêmes. Un murmure parcourut la salle. Les systèmes de traduction s'efforçaient de transmettre des concepts que certaines espèces n'avaient jamais envisagés. Rivera activa un autre affichage. Mais il ne s'agit pas seulement du passé. L'Empire Cortique existe toujours. Nous avons trouvé des traces d'exploitation esclavagiste dans 17 autres systèmes. Des millions d'autres êtres sont toujours enchaînés. L'ambassadeur, semblable à une menthe religieuse, fit claquer ses mandibules. Maintenant que leur centre principal est détruit, les Cortacs cesseront sûrement ces activités. Non, dit Rivera fermement. Ils reconstruiront. Ils se cacheront plus profondément. Ils continueront à moins que quelqu'un ne les arrête définitivement. Il redressa sa veste abîmée. L'humanité exige l'autorisation officielle de poursuivre les opérations de libération. Nous sommes prêts à diriger une force de coalition contre tous les derniers camps d'esclaves Cortec. La salle fut le théâtre d'un débat. Plusieurs espèces se disputaient sur la juridiction, d'autres sur le coup. L'orateur rappela à l'ordre. « C'est un dangereux précédent », s'exclama le représentant gélatineux. Autoriser une action militaire au-delà de l'espace du Conseil pourrait mener au chaos. Au chaos. La voix de Rivera se durcit. Il y a des enfants en cage en ce moment, des familles déchirées, des espèces entières anéanties. Ce n'est pas le chaos, c'est le mal. Et cela exige des mesures. Il désigna son bras blessé. Chaque humain de notre flotte porte les cicatrices d'Epsilon Prime. Nos vaisseaux portent encore les stigmates de cette bataille. Mais regardez ce que nous avons accompli. 3 millions d'êtres libres ont désormais une chance de vivre. Les délégués du Zentari se levèrent. Et les Cortacs, ne méritent-ils pas d'être considérés comme une espèce souveraine? La souveraineté s'arrête là où commence l'esclavage, rétorqua River. Les Cortacs ont fait leur choix. Ils ont bâti un empire sur la souffrance des autres. Ils en subissent maintenant les conséquences. Il activa un dernier affichage montrant des volontaires humains et extraterrestres travaillant ensemble dans les camps de réfugiés. D'anciens esclaves aident à entretenir les navires qui traquaient leurs anciens maîtres. Ce n'est plus seulement le combat de l'humanité. Rivera a déclaré « 60 espèces sont désormais à nos côtés ». D'anciens esclaves qui veulent s'assurer que personne d'autre ne souffre comme eux. Nous visiterons chaque système de la carte stellaire de Cortac. Nous libérerons chaque prisonnier. Nous mettrons fin à ce mal pour toujours. Le président consulta les autres membres du Conseil par des canaux privés. Finalement, il se tourna vers Rivera. Le Conseil votera sur votre demande. Mais d'abord, nous devons nous demander, si nous refusons l'autorisation, que fera l'humanité? Rivera n'hésita pas. Nous irons quand même. Nous ne sommes pas venus ici pour demander une permission. Nous sommes venus vous informer de nos intentions et vous inviter à nous rejoindre. Un silence stupéfait emplit la salle. Vous avez raison, cela crée un précédent, poursuivit Rivera.
Le précédent est le suivant. Face au mal absolu, les êtres civilisés de cette galaxie agiront, avec ou sans l'aval des bureaucrates. Il parcourut la salle du regard, croisant le regard de chaque représentant. La question n'est pas de savoir ce que l'humanité fera. Nous vous l'avons déjà montré. La question est, le Conseil galactique nous soutiendra-t-il ou continuerez-vous à vous cacher derrière vos frontières pendant que des millions de personnes souffriront? Le sort de la galaxie dépendait de leur réponse. La salle du Conseil galactique se trouva plongée dans un silence tendu après le défi de Rivera. Soudain, de manière inattendue, une nouvelle voix s'éleva depuis la galerie d'observation. Puis-je m'adresser au Conseil? Tous les regards se tournèrent vers le ciel. Un haricot aux plumes argentées et aux 4 ailes descendit en flottant jusqu'au rez-de-chaussée. L'orateur hésita, puis acquiesça. « Je suis Kriva, du peuple skylarien », dit le nouveau venu. On nous croyait éteints depuis 800 ans. Hier, je me suis retrouvé sur un sol libre pour la première fois de ma vie. Les délégués s'agitaient sur leurs sièges tandis que Kriva poursuivait. Je suis né sur le navire Prison 9. Mes parents y sont nés aussi. Pendant 20 générations, mon peuple a vécu en cage. Nous avons oublié à quoi ressemblaient que les nuages. Nous avons oublié le goût de la pluie. Ses ailes tremblaient légèrement. Quand les humains sont arrivés, nous avons cru à un autre transfert, une autre vente. Au lieu de cela, ils ont ouvert nos cages sans rien demander en retour. Ils nous ont donné de la nourriture, des médicaments et quelque chose dont nous avions oublié l'existence. L'espoir. D'autres voix se sont élevées depuis la galerie. D'autres êtres sauvés étaient venus parler. « Je suis Zeth des Morvanis », a déclaré un être cristallin. Les Kortak ont pris ma planète lors du lancement de notre premier vaisseau spatial. C'était il y a 50 ans. Le Conseil ignorait notre existence. « Je suis Threll », annonça une créature couverte d'écailles bleues. Mon espèce a atteint l'espace il y a 90 ans. Les Kortak nous attendaient. Ils ont capturé nos vaisseaux coloniaux avant que nous puissions diffuser notre premier message à la galaxie. Un à un, les survivants se sont manifestés. Chaque histoire était différente et pourtant identique. Des civilisations détruites avant même de pouvoir rejoindre la communauté galactique. Des espèces entières asservies pendant des générations. Le délégué Zentari l'interrompit. Ces témoignages sont émouvants, mais nous devons suivre la procédure. Le Conseil a besoin de temps pour enquêter. Du temps. Kriva se hérissa. Combien de temps encore vous faut-il? Encore 1000 ans. Sako. Un autre million d'esclaves. L'ambassadeur Rivera a levé la main pour demander le silence. Nous avons une requête officielle devant le Conseil. Allez-vous autoriser une action de la coalition contre les dernières opérations esclavagistes de Cortec? Le président a demandé le vote. Tous sont favorables à l'octroi de l'autorité militaire à l'humanité dans les territoires extérieurs. Un par un, les délégués activèrent leur bureau de vote. Les Vraxiens votèrent immédiatement oui. Les espèces ressemblant à des mantes religieuses suivirent. Bientôt, des lumières vertes apparurent dans la salle. Mais pas toutes. Les Zentari votèrent non. 3 autres espèces, connues pour leur interprétation stricte des lois du Conseil, firent de même. Le décompte final apparut. 8 voix pour, 4 voix contre. La motion est adoptée à la majorité, annonça le président. Cependant, une telle mesure requiert une majorité des 2/3 pour obtenir le soutien total du Conseil. Le visage de Rivera se durcit. « Vous ne ferez donc rien. Pas rien », dit le délégué vraxien en se levant. « La Confédération vraxienne rejoindra votre coalition. » Nous ne pouvons pas parler au nom du Conseil, mais nous pouvons parler en notre nom. Tout comme le Trénodi, ajouta un autre délégué. Nous avons des guerriers prêts à être déployés. D'autres espèces commencèrent à manifester leur soutien.
Même sans l'approbation complète du Conseil, une coalition se formait. Puis, un événement sans précédent se produisit. L'ambassadeur Kortik, resté silencieux pendant toute la séance, se leva. Ses écailles grises avaient perdu leur éclat et ses avant-bras pendaient mollement. « J'invoque le droit de défi », déclara-t-il. « L'Empire Kortak exige un combat. Tu es notre champion. Si nous gagnons, tu nous confisques toutes les coopérations contre nous. » La chambre explosa de colère. L'épreuve du combat était un droit ancien, rarement utilisé de nos jours. River sourit froidement. « Nous acceptons. J'affronterai votre champion, » poursuivit le Kortak. « Choisissez votre guerrier. »« Je l'ai déjà fait, » dit Riverus. Il appuya sur un bouton de son appareil de communication. « Capitaine Rodriguez, veuillez me laisser le rejoindre. » Les portes principales s'ouvrirent. Amy Rodriguez entra, toujours vêtue de son uniforme abîmé par les combats. Elle marchait en boitant légèrement, son visage révélant les cicatrices cicatrisées d'Epsilon Prime. L'ambassadeur Kortek rit. Cette petite humaine, elle peut à peine marcher. Rodriguez s'arrêta au centre de la salle. « Je peux marcher sans problème. Dites-moi ce que vous voulez. Armes personnelles seulement, jusqu'à la mort. » « Non, » dit Rodriguez. Tout le monde parut surpris. « Pas jusqu'à la mort. De se rendre. Je te veux vivant pour être jugé pour tes crimes. » Le Kortax grogna. « Tu oses faire preuve de clémence. »« Ce n'est pas de la clémence, » répliqua Rodriguez. « C'est de la justice, quelque chose que tu as refusé à des millions de personnes. » L'orateur leva les mains. « C'est hautement irrégulier. »« L'esclavage aussi, » interrompit Rivera. « Qu'ils se battent. » Un espace circulaire fut dégagé dans la salle. D'anciens protocoles furent activés, créant une barrière énergétique autour de la zone de combat. Rodriguez vérifia son arme de poing tandis que l'ambassadrice Kortek sélectionnait 4 armes, une pour chaque main. Le contraste était saisissant. Stark, une humaine blessée, face à un guerrier extraterrestre de 2 mètres de haut. « Commencez !» ordonna l'orateur. Le Kortek chargea aussitôt, ses 4 armes se balançant. Rodriguez ne chercha pas à égaler sa force. Au lieu de cela, elle se déplaçait comme l'eau, contournant ses attaques. « Tu es faible, » le railla le Kortak, « comme toute ton espèce. » Radriz ne répondit pas. Elle observa, apprit et attendit, comme elle l'avait fait à Epsilon Prime. Le combat continua, mais quelque chose devenait clair. Le Kortek était habitué aux victimes incapables de riposter. Rodriguez avait passé 18 heures à lutter contre des adversaires invincibles. Elle savait comment survivre. Lui, il ne savait que dominer. La fin arriva brutalement. Alors que le Kortek se déployait dans un assaut sauvage, Rodriguez s'approcha et pressa son arme contre sa gorge. « Cède, » dit-elle doucement. Les yeux du Kortek s'écarquillèrent. Dans sa culture, capturer signifiait asservissement. Il s'attendait au même sort. « Rends-toi » répéta Rodriguez. « Fais face à la justice. Laisse la galaxie juger tes crimes. » Lentement, les armes Kortex s'écrasèrent au sol. « Je cède. » La salle explosa dans le chaos. Personne ne s'attendait à une telle issue. Rodriguez recula et rengaina son arme. « Le défi est résolu », annonça le porte-parole, visiblement ébranlé. La coalition a obtenu le droit de poursuivre. Mais chacun savait que quelque chose de plus grave s'était produit. L'humanité n'avait pas seulement gagné un combat. Elle avait changé les règles du jeu à jamais. Les conséquences de l'épreuve de combat ont tout changé. Alors que l'ambassadeur Kortek vaincu était emmené devant la justice, le Conseil galactique se trouvait à la croisée des chemins. Les autres délégués observèrent, stupéfaits, d'autres esclaves libérés entrer dans la salle pour témoigner. L'ambassadeur Riveris se présenta une dernière fois devant le Conseil. « Le vote ne nous a peut-être pas apporté un soutien unanime, mais nous avons notre coalition. 12 espèces ont déjà engagé navires et soldats pour notre cause. » L'orateur hocha lentement la tête.
Quelles sont vos intentions maintenant? Nous partons immédiatement, répondit Rivero. À chaque heure de débat, de nouveaux êtres souffrent enchaînés. Notre flotte partira vers la première cible des cartes stellaires de Cortec dans la journée. Le délégué de Zentari, qui avait voté contre, se leva. Attendez. La salle se tut. La République de Zentari souhaite reconsidérer sa position. Nous rejoindrons votre coalition. Une à une, les espèces réfractaires ont changé de position. Face aux témoignages des esclaves libérés et à la détermination des humains, même les délégués les plus conservateurs ne pouvaient plus justifier une action. Il semble, dit doucement l'orateur, que l'humanité ait donné au Conseil une leçon de courage. Rivera hocha la tête. Le courage est contagieux. Il se propage lorsque des êtres bienveillants voient d'autres s'opposer au mal. Devant la salle du Conseil, les préparatifs étaient déjà en cours. La flotte humaine, encore marquée par les cicatrices des combats, était rééquipée et ravitaillée. Mais désormais, ils n'étaient plus seuls. Des vaisseaux de dizaines d'espèces différentes les rejoignaient. Le capitaine Rodriguez a rencontré ses collègues commandants sur le pont du Discovery. Le vaisseau présentait encore des dommages causés par Epsilon Prime, mais son équipage avait refusé de monter à bord d'un vaisseau plus récent. Notre première cible est l'opération Cortic dans le système Gamma Serpentis, a-t-elle annoncé. Les renseignements suggèrent qu'ils y détiennent plus d'1 million de prisonniers. Un amiral vraxien grommela son approbation. Mes guerriers sont prêts. Nous avons une dette envers ceux qui ont combattu seuls, à Epsilon Prime. Ce ne sera pas comme à Epsilon Prime, avertit Rodrigues. Les Cortex savent que nous arrivons. Ils seront prêts. Le capitaine d'Otranaudi, les plumes bruissantes, prit la parole. Alors nous devons être mieux préparés. Mon peuple nous apporte notre technologie furtive. Leurs capteurs ne nous verront pas arriver. Alors que la flotte s'apprêtait à partir, un événement remarquable se produisit aux abords de la station du Conseil. Des vaisseaux civils commencèrent à arriver. Marchands, explorateurs, et même des yachts privés de diverses espèces. Marchands, explorateurs, et même des yachts privés de diverses espèces. Ils ne sont pas venus pour combattre, mais pour contribuer à la crise humanitaire qui suivrait chaque libération. Sur Terre, les usines qui produisaient des biens de consommation se sont reconverties dans la fabrication d'abris d'urgence et de fournitures médicales. Les universités ont ouvert leurs bases de données pour identifier les mondes d'origine des espèces sauvées. La civilisation humaine tout entière s'est mobilisée pour ce qu'on appelait désormais la guerre de libération. De retour dans la salle du Conseil, l'ambassadeur Rivera s'apprêtait à partir lorsque le président s'approcha de lui en privé. « Je dois vous demander, » dit le vieil extraterrestre, « votre peuple est dans l'espace depuis si peu de temps. Et pourtant, vous avez changé notre galaxie à jamais. Comment ?» Ça, Rivera réfléchit un instant. Peut-être est-ce parce que nous sommes nouveaux. Nous ne sommes pas ici depuis assez longtemps pour accepter que les choses ne peuvent pas changer. Nous croyons encore que l'impossible est possible. Et le sang sur vos vaisseaux, nous le laverons, répondit Rivera. Mais la liberté dont jouissent désormais ces gens est permanente. Alors que la flotte combinée s'apprêtait à sauter en hyperespace, le capitaine Rodriguez s'adressa à tous les vaisseaux. Ces paroles furent transmises à travers la coalition. Nous partons maintenant affronter un mal qui se terre dans les ténèbres depuis plus de 1000 ans. Nous partons non pas en conquérant, mais en libérateur. Nous partons non pas pour la gloire, mais pour la justice. Et nous partons ensemble, comme une seule galaxie, unie par un même objectif. La flotte bondit vers l'hyperespace, laissant derrière elle un conseil galactique qui ne serait plus jamais le même. Les vaisseaux souillés de sang de l'humanité avaient bel et bien apporté le changement, mais pas seulement par la violence. Ils avaient rappelé à une ancienne civilisation ses propres principes oubliés. Dans les années qui suivirent, les enfants de toute la galaxie apprendraient ce jour. Ils entendraient comment une jeune espèce, à peine capable de quitter son propre système stellaire, avait observé la galaxie et posé une simple question.
Pourquoi personne ne les aide? Puis, au lieu d'attendre une réponse, ils avaient agi. La guerre de libération allait se poursuivre pendant 3 ans encore. Chaque installation d'esclaves Kortak serait bien retrouvée et démantelée. Des millions d'autres êtres seraient fins libérés. La coalition s'est élargie pour inclure 40 espèces, les humains et les anciens esclaves en tête. Mais tout a commencé le jour où l'humanité est arrivée au Conseil galactique avec des vaisseaux tachés de sang, non pas par menace ou par vantardise, mais pour prouver que certains principes méritent qu'on y mette du sang. L'ancien ordre de la galaxie, où les forces en prenaient aux faibles au-delà des frontières de la civilisation, prit fin ce jour-là. Une nouvelle ère commença, où le cri des opprimés trouverait toujours une réponse. Et au cœur de tout cela se trouvait une vérité humaine simple. Le mal prospère lorsque les êtres bons ne font rien. L'humanité a choisi d'accomplir quelque chose que la galaxie n'oublierait jamais.